Donc, je vais juste commencer par vous demander, tout le monde éteigne vos sonneries cellulaires, pour qu'on ne soit pas dérangé durant la conférence. Donc, le principe de la conférence est simple. Moi, je fais une petite présentation brève de 2 minutes au maximum. Va s'ensuivre la conférence de Mme David, puis une période des questions. On n'a pas de micro de questions, donc ça va être important. Il va y avoir Edith Baudin, avec le chandail bleu. Elle va désigner les personnes qui vont poser des questions. Pour cela, on vous demande de poser des questions claires et simples et concrètes. Françoise David va par la suite donner des réponses courtes pour maximiser le nombre de personnes qui posent des questions. On vous demanderait quand vous posez la question de parler fort et de vous lever debout pour que tout le monde puisse voir et bien entendre. Je vais juste faire une petite publicité avant. Je vais voir ce soir à 5 h, une bonne bière, 5 à 7 avec Mme David pour vous qui sont intéressés. Les conférences de la semaine de la souveraineté, on est à la 3e édition cette année. Donc ça fait 3 mois de février, janvier-février qu'on fait des conférences. Cette année, ça s'est déroulé sur 2 semaines. Nous sommes à la dernière semaine. Il reste encore, avec aujourd'hui, 3 conférences. Celle de Mme David. Demain, c'est Marie Malavoie. Ça va avoir lieu à l'Agora. Et vendredi, ça va être Evelyne Baudin et Robert Laplante qui vont venir encore à l'Agora parler d'une nouvelle démarche dans le but d'obtenir la souveraineté du Québec. Les conférences ont toujours lieu sur l'heure du dîner, donc de 11h50 à 13h. Toutes les conférences sont disponibles cette année grâce au REMDUS. Le REMDUS, c'est le regroupement des étudiants en maîtrise et diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke. Je vais vous présenter Mme David brièvement, mais je pense que pour la majorité des personnes ici, vous savez qui elle est, puisque la salle est assez bondée. Mme David détient un baccalauréat à l'Université de Montréal. De 1987 à 1994, Françoise David a été la coordonnatrice des regroupements des centres de femmes du Québec. Par la suite, elle a été élue à la Fédération des femmes du Québec, la FFQ. Elle va rester là jusqu'en 2001 comme présidente. En 2002, elle forme Citoyens d'abord solidaire. Elle forme le mouvement citoyen d'abord solidaire. Et en 2004, elle forme Option citoyenne. En 2005, Françoise David est signataire du Manifeste pour un Québec solidaire, qui est une réponse au manifeste des Lucides qui a été fait par Lucien Bouchard. Va s'en suivre, avec le nom du manifeste, on s'en doute, la création du Parti Québec solidaire, où elle va être, dès le début, la porte-parole femme, et Aimé Cadieux, au début, est le porte-parole homme. Leurs premières élections, c'est en 2007, ils n'ont fait élire aucun député. En 2008, Aimé Cadieux a été élu à Mercier, où il va être dorénavant le porte-parole homme et le porte-parole de l'Assemblée nationale. En 2012, Mme David se fait élire dans Gouin, où elle va devenir le porte-parole femme et le porte-parole de l'Assemblée nationale. Donc, ça a été. Puis, finalement, il y a eu les élections dernières de 2014 où Québec solidaire a poursuivi sa progression en faisant élire un autre député, Manon Massé. Lors des dernières élections, Mme David, les 2 dernières élections, Mme David a participé au débat. On va retenir que lors de son dernier débat, en s'adressant à un échange à Pauline Marois, elle va dire « Moi, j'assume pleinement qui je suis. Je suis souverainiste et nous autres, nous parlons du projet d'un pays. » C'est donc pour parler de ce projet d'un pays souverain que nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mme Françoise David. Merci de l'invitation. J'espère que vous n'êtes pas trop mêlés dans les porte-paroles. Et puis, je vous annonce qu'à ce rythme-là, avec un ou une députée supplémentaire par élection, dans 60 ans, on sera majoritaire. Non, mais sérieusement, vous allez nous aider à faire ça un peu plus vite, là. Parce que malheureusement, je pense que dans 60 ans, à moins que la médecine ou je ne sais pas quoi ait bien changé, je ne serai plus là pour le voir. Fait que faites-moi plaisir, là, on va aller plus vite. Mais trêve de plaisanterie, on va se parler de souveraineté. La salle est pleine. Je ne suis pas convaincue que c'est juste parce que c'est moi qui est là. Je pense que c'est parce que vous avez, soit vous êtes clairement souverainiste, vous avez envie d'y aller, vous avez envie qu'on en parle, soit, et c'est correct aussi, vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous vous demandez
vous êtes perplexe, puis vous avez peut-être envie de vous laisser convaincre que c'est par là qu'il faut aller. Dans les deux cas, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je vais vous dire comment, évidemment, moi étant une des porte-paroles, oui, de Québec solidaire, donc c'est pas seulement Françoise David qui parle, c'est une formation politique qui s'appelle Québec solidaire, qui est souverainiste depuis sa fondation. Donc, je vais vous expliquer, en fait, deux choses, et je veux laisser beaucoup de temps pour la période de questions où j'essaierai de faire des réponses courtes, ce qui me demande habituellement beaucoup d'efforts. Alors, vous allez m'aider. Un, deux. Ah, OK. Il y a un peu de résonance. Est-ce que ça va? Ça va, oui. OK. En fait, je veux vous parler de deux choses. La première, c'est pourquoi le pays. Puis ça, on n'en parle pas assez, je trouve. Puis après, oui, je vais vous dire comment, Québec solidaire, on entrevoit la démarche vers le pays. Mais je fais vraiment exprès de dire pourquoi le pays avant. Parce que, entre les tenants de premier mandat, deuxième mandat, référendum, machin, je trouve qu'on oublie souvent de se poser la question du « mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, en 2015, ère de grande mondialisation, il y a des gens, il y a des peuples, et entre autres une partie du peuple québécois, qui se dit « nous, on aimerait ça avoir un pays ». Alors moi, je vais vous dire pourquoi moi, je voudrais, moi, Québec solidaire, pourquoi nous voudrions avoir un pays. La première chose, c'est avoir un pays, c'est une exigence, c'est une responsabilité. Ça veut dire un peuple qui se prend en main, un peuple qui décide, qui va prendre lui-même ses décisions, toutes ses décisions. Alors oui, concrètement, un pays, ça veut dire on lève tous nos impôts, c'est nous qui imposons nos taxes, c'est nous qui faisons toutes nos politiques, et on n'a pas de permission à demander au gouvernement fédéral pour ça. Bon, ça, tout le monde sait ça. Mais fondamentalement, là, en dessous de ces trucs-là qui sont assez techniques ou de procédure, qu'est-ce qu'on veut? On veut être entièrement responsable de notre destin. Et c'est de là que ça part, l'idée du pays. Si ça ne part pas de là, s'il n'y a pas un peu de rêve dans tout ça, on ne le fera pas le pays. Ça n'est pas une opération comptable. Ça, je vous le dis clairement. Pour moi, en tout cas, ça n'est pas ça. Est-ce qu'on sera plus riche? Est-ce qu'on sera moins riche? La péréquation qu'on perdra, est-ce qu'on la compensera par les impôts qu'on donnera entièrement au Québec? J'ai même pas envie de vous parler de ça. Moi, je pense pas qu'on sera plus pauvre. Je suis pas sûr qu'on va être plus riche. Je suis pas sûr que c'est de ça que ça dépend. Moi, ce sur quoi je veux vraiment attirer votre attention, c'est que le pays, c'est juste une espèce de cadre. C'est comme un organisme et on se le donne. On se donne ça à nous-mêmes. Tout simplement parce qu'on est un peuple, parce qu'on est une nation, il faut le dire. C'est pas dangereux de dire qu'on est une nation. Il y a des excès, parfois il y a des dérives dans le nationalisme, mais en soi, être une nation avec des caractéristiques, une langue commune, une culture commune, une histoire commune, avec des rêves, avec des valeurs partagées, c'est ça une nation, c'est ça un peuple. Et quand on le vit comme ça, quand on le sent comme ça, je ne peux pas croire qu'on n'a pas envie de décider nous-mêmes de ce qui nous appartient. Et ça n'est pas rien. Bien sûr, on va se parler, ça c'est facile, de langue, de culture. Donc, être un pays pour le Québec, ça veut dire, je l'espère en tout cas, j'espère que ça vous le partagez avec moi, la protection de la langue française aujourd'hui, demain et après-demain. Et même si on n'est pas un pays en ce moment, je considère qu'on a de grandes responsabilités dans la protection de notre langue. Déjà, de bien la parler, ça ne serait pas si mal. Et puis peut-être de faire attention à ne pas introduire les millions d'anglicismes que je vois surgir de plus en plus avec ce merveilleux monde des communications interplanétaires. Tu sais, juste faire attention, protéger quelque chose qui est très beau, qui s'appelle la langue française. C'est vrai que vous avez devant vous une femme qui l'aime, cette langue-là, depuis toujours. Une femme qui lit beaucoup, qui aime la poésie, qui aime la littérature. Je comprends que tout le monde n'a peut-être pas exactement les mêmes goûts, mais moi, je m'acharne, y compris dans mon milieu de travail, à dire « mais quelle belle langue ».
Elle est pleine de subtilité, oui, je le sais, de règles et d'exceptions. Elle n'est pas facile, elle est un peu complexe, mais en même temps, elle exprime si bien notre âme, nos rêves, nos projets. Alors, servons-nous-en, protégeons-la, et une façon, bien sûr, de s'assurer de la protéger, en tout cas, aussi longtemps que tout ça, ça sera possible, ben, c'est de se donner un pays. Ça nous permet d'édicter les lois que nous voulons avoir pour la protection de notre langue. C'est la même chose pour la culture québécoise, qui est principalement d'inspiration francophone, mais pas seulement. Pas seulement. À Québec solidaire, nous reconnaissons des droits historiques à la minorité anglophone et nous reconnaissons son apport à la culture québécoise, sans compter de toutes les personnes qui se sont joints aux premiers colons français, n'est-ce pas, depuis 400 ans, qui viennent de toutes sortes de pays, puis qui apportent aussi des richesses culturelles. Mais il reste que, disons que l'idée générale, c'est qu'on a une belle culture, métissée, mais fondamentalement francophone, plus que française, là, francophone d'Amérique, c'est ce que nous sommes. Et ça aussi, on a envie de le préserver, de le protéger, de ne pas être soumis à ce qu'un autre gouvernement pense en fonction de 9 autres provinces. Mais ça va plus loin que ça, être un pays. Ça veut dire, par exemple, dans le domaine de l'environnement, que le fleuve Saint-Laurent, on n'en a jamais tant parlé, il est aussi très cher à mon cœur, et au vôtre, j'espère. Ce fleuve Saint-Laurent, il est au Québec. Et ce qui doit s'y passer, ça doit se décider au Québec. Mais vous savez que ça n'est pas entièrement le cas. Vous savez que les eaux au Québec sont partagées, sont de juridiction fédérale et provinciale. Le Québec n'a pas tous les pouvoirs sur ses lacs, ses rivières, son fleuve. Et pour moi, c'est terriblement important. Parce qu'on c'est ça, on va se parler d'environnement, on va se parler d'écologie, de protection de l'eau potable, on va se parler de pétrole. Qui doit prendre la décision de produire ou non du pétrole au Québec, d'inverser ou non le pétrole sale, le plus polluant de la planète, qui va venir des sables bitumineux d'Alberta, puis en passant par chez nous pour aller être vendu ailleurs, risquant de créer des dommages dans notre nappe phréatique et dans nos terres agricoles, c'est Ottawa qui décide de ça. Moi, je voudrais que le peuple québécois soit capable, ait toutes les procédures en main, ait tous les outils en main pour prendre lui-même des décisions aussi cruciales pour l'avenir du Québec. Des décisions à caractère économique qui viennent dire vers quoi le Québec veut aller, mais ce sont aussi des décisions qui touchent, je l'ai dit, à nos terres, à nos eaux souterraines, à notre fleuve, à nos paysages. Vous allez peut-être dire, non, mais est-ce qu'on a devant nous une rêveuse finie, là? Elle nous parle de langue, de culture, de paysage. Mais on peut aussi se parler d'économie, inquiétez-vous pas. Mais c'est parce que moi, je pense qu'on se donne d'abord un pays parce qu'on aime être où on est, on trouve que c'est beau, on veut le protéger, on aime être ce peuple imparfait, comme tous les peuples, mais qui quand même vit dans une société relativement paisible et prospère aussi à l'échelle de la planète. Il y a quelque chose qui s'appelle de l'amour, de la tendresse que ce peuple-là vit au jour le jour, puis dont on ne parle jamais quand on parle du pays. Fait qu'on peut bien pas donner au monde le goût de le faire, tu sais. On leur parle juste d'économie. C'est un peu plate, excusez-moi pour les étudiants en économie ici. C'est important, c'est terriblement économie, mais je refuse de lui laisser toute la place, et même la première place. Le vivre ensemble, le territoire dont on est issu, l'enracinement dans nos villes, nos villages, nos campagnes. Moi, ça m'apparaît encore plus important. Alors, voyez-vous, je vous ai parlé d'environnement, c'est une autre raison pour s'occuper du pays du Québec. Je pourrais vous parler de transport. Qui, en ce moment, a la prérogative de décider si oui ou non on va développer le chemin de fer au Québec? C'est pas le Québec, c'est Ottawa. Ça pourrait être intéressant, développer le chemin de fer au Québec, franchement, plus que les autoroutes. Alors, si on veut y réfléchir, si on veut être capable de s'en occuper de nous-mêmes, il faut avoir un pays. C'est Ottawa qui décide comment le pont Champlain va être fait, s'il va y avoir un péage ou non. À les entendre, il va évidemment y en avoir un. C'est
ce sont ces gens-là qui décident de quelque chose qui touche qui? Uniquement les Québécois, ou à peu près. C'est pas normal. C'est juste ça, moi, que je me dis. C'est pas normal. Avoir un pays, c'est décider nous-mêmes. Je pourrais donner 1001 autres exemples, justement, tiens, à propos de développement économique, où là, il y a parfois des collisions frontales entre Québec et Ottawa qui n'ont pas la même vision des choses, en plus des dédoublements de juridiction, des comités de développement économique fédéraux et provinciaux dans les mêmes régions. Bon, alors, je pourrais vous dire tout ça, mais je vais arrêter là simplement pour illustrer qu'on a 1001 raisons de faire le pays, puis que je pense qu'on doit le faire, qu'on devrait essayer d'y aller, sachant une chose, moi je n'hésite jamais à le dire. Mme Marois l'avait déjà dit, elle s'était fait taper sur les doigts, mais tiens, je vais être d'accord avec Mme Marois ce midi. Se donner un pays, là, il ne faut pas s'imaginer que c'est les doigts dans le nez. On vote pour, Ottawa dit, ben oui, pourquoi pas, et puis c'est réglé. Je pense que tout le monde dans cette salle sait que ça va être plus compliqué que ça. Mme Marois avait parlé de période de turbulence, c'est vrai. Ça, c'est comme femme, j'en sais quelque chose et probablement vous, les femmes ici en savent quelque chose aussi, surtout celles qui ont un certain âge. Quand on a voulu changer les rapports dans les années 60-70 entre les hommes et les femmes, puis que les hommes prennent plus de responsabilités dans les familles, puis que les femmes aillent au travail, tous ces changements qu'on a connus au Québec, là, pensez-vous, vous, que ça s'est fait comme ça, le soir, à la maison, chérie, désormais, tout est changé. Il y a eu quelques turbulences. Et aujourd'hui, les femmes sont très nombreuses dans les études supérieures, à l'université. Il y a plus de partage des tâches dans les familles. Ces choses-là prennent du temps, elles se font. Rien n'est parfait. Mais c'est juste pour vous expliquer que tout changement, tout rêve qu'on veut réaliser comporte sa part de risque. Alors, la question, c'est est-ce qu'on est prêt à le prendre? Est-ce qu'on est prêt à y aller? Est-ce qu'on est prêt à se dire, OK, il va y avoir peut-être une couple d'années un petit peu difficile, mais on y tient. Et comme on y tient, on va le faire. Si les Grecs viennent d'être capables, malgré toutes les pressions reçues de toutes parts, je ne sais pas si vous vous êtes un peu intéressé aux élections grecques, parce que c'est quand même important, et ces Grecs, à qui on a quasiment coupé le cou par des mesures d'austérité sans précédent, viennent de décider de se donner un gouvernement de gauche, mais résolument à gauche. Quelque chose qui peut ressembler à Québec solidaire, disons. Puis pourtant, les menaces qu'ils ont reçues des autres pays, puis vous ne pouvez pas faire ça, puis ça n'a pas de bon sens, mais ils l'ont fait. Mais si les Grecs ont été capables de faire ça, moi je pense que les Québécois sont capables de se donner un pays. C'est juste la question de savoir, est-ce qu'on le désire vraiment? Est-ce que c'est tellement important dans nos esprits et dans nos cœurs qu'on va se décider à le faire? Alors, mettons qu'on répond oui à ça. Après, on va se demander comment. Et là, bien sûr, il y a plein d'options sur la table. Vous les connaissez. Il y a des candidats du Parti québécois qui en discutent abondamment et qui vont continuer d'en discuter jusqu'au mois de mai. Moi, je veux simplement vous dire quelle est la position là-dessus de Québec solidaire, puis on peut en discuter, bien entendu. Nous autres, ce que nous nous sommes dit, c'est juste une campagne référendaire, qu'elle ait lieu n'importe quand d'ailleurs. C'est 33 jours à peu près. 33 jours, on l'a vécu, là. Moi, j'y étais 80, moins 80. Mais 95, j'y étais fortement. Alors, il se passe quoi? Pendant 33 jours, c'est comme une campagne électorale, hein? Déferlement d'affiches, de publicité, chicane dans les familles et dans les voisinages et partout. Puis oui, puis non. Puis là, tu n'as pas 36 choix, c'est oui ou non. C'est, hein? Bon. Et c'est intense. On va se dire ça comme ça, là. C'est intense. Et là, en 95, déferlement d'amour du Canada anglais. Enfin, toutes ces choses que vous avez vues. C'est un moment assez dramatique, finalement. Et évidemment aussi, l'argent compte pour beaucoup. Hein, qui va avoir les plus belles pancartes, les plus belles publicités à la télé, etc. Ça ne nous paraît pas très sérieux, finalement, quand on parle du pays.
attendez, là, c'est parce qu'on est en train de prendre une décision quand même majeure. Vous avez vu comment ça s'est passé en Écosse, c'était beaucoup plus intéressant. Des mois de temps, les gens ont discuté sur la base d'un certain nombre de documents. Bien sûr, à la fin, bon, c'est normal, il y a un petit peu de resserrement, puis là, tout le monde est là-dessus, mais ça a duré quand même des mois. Et ce qui a été fort intéressant, c'est que Londres et la capitale de l'Écosse, c'est Édimbourg, se sont entendus sur la question. Je ne dis pas qu'il faut que ça se fasse comme ça ici, je vais juste vous dire comment ça s'est passé. Et Londres s'était engagé à respecter le résultat. Alors, dans l'ensemble, ça se faisait dans une atmosphère quand même un petit peu plus détendue et échelonnée sur plusieurs mois. Nous, on a trouvé ça assez intéressant parce qu'il y a déjà quelques années, on avait adopté la manière dont on voulait proposer d'aller vers le pays. Alors, cette manière-là, c'est la suivante. Ce serait d'élire un gouvernement qui aurait dit clairement, donc si les gens votent pour ce parti-là, ils savent que dans le premier mandat, ce qui va se faire, c'est une assemblée constituante. Ce que ça veut dire, c'est une assemblée citoyenne élue au suffrage universel par les gens de toutes les régions du Québec, reflétant bien sûr la diversité des opinions politiques. Et c'est cette assemblée-là, citoyenne, cette assemblée constituante, qui reçoit le mandat du gouvernement du Québec d'organiser la consultation, les débats autour de la question finalement fatidique d'un pays et d'une constitution pour ce pays. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Assemblée constituante. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas le parti qui détient le pouvoir au gouvernement du Québec qui organise tout, en fait, compte de campagne référendaire et tout. Et ça, c'est un peu l'idée de sortir la question nationale, la question du pays, des seules mains des partis politiques. Parce qu'on s'est aperçu que ça biaisait tout. T'aimes pas tel parti, tu vas voter contre le pays. Mais attends, c'est pas ça la question. La question, c'est pas de savoir si t'aimes le ou les partis qui portent l'idée. C'est sûr que c'est mieux d'en aimer au moins un, là. La question, c'est, veux-tu un pays? Parce qu'une fois qu'on a le pays, bien entendu, il y a des partis politiques qui existent, on va continuer de faire plein de débats. Donc, on s'est dit, sortons la question des mains du parti au pouvoir, qui serait évidemment un parti souverainiste de toute façon, puisque c'est lui qui met en route l'idée de l'Assemblée constituante. Cette Assemblée-là, donc, est élue, et elle a 2 mandats. En fait, elle en a un, organiser consultation et débat, mais ce que je voulais dire, c'est autour de 2 questions. L'avenir politique du Québec, dedans, dehors, la Confédération canadienne ou avec un statut particulier ou tout ce qu'on peut imaginer. Donc, débat là-dessus et débat sur un projet de constitution pour le Québec. Alors, comme je dis souvent, il ne faut pas bâiller dès qu'on dit le mot constitution. C'est vrai que ce n'est pas très sexy, mais une constitution, quand on y pense bien, là, c'est intéressant. Parce que c'est la somme des valeurs fondamentales voulant être défendues par un peuple. C'est aussi l'exposé des institutions démocratiques que ce peuple-là veut se donner. Il pourrait vouloir changer de mode de scrutin, par exemple, avoir un scrutin plus proportionnel, une idée comme ça. Une démocratie plus participative. Hein? Bon, tout ça, là, on met ça dans une constitution qui peut n'avoir que quelques pages. Hein? Ce n'est pas forcément un document de 200 pages, inintelligible et incompréhensible par tout le monde. C'est vraiment les valeurs fondamentales, les institutions politiques fondamentales. Pourquoi est-ce qu'on trouve ça intéressant de faire en même temps le débat sur l'avenir politique du Québec et un projet de constitution? À cause de tout ce que je vous ai dit avant. Pour nous autres, le projet de pays, il faut qu'il ait un sens. Pas seulement de dire, OK, la langue, la culture, on s'entend tous là-dessus, mais est-ce qu'il y a un certain nombre de valeurs, d'orientation qu'on veut défendre à travers ce projet de pays? Et comme vous connaissez sans doute un peu Québec solidaire, c'est sûr que vous savez que nous défendrions, dans tout ce contexte-là, d'avoir un pays plutôt à gauche. Mais on sait très bien que d'autres auront des idées différentes, c'est tout à fait correct. Est-ce qu'on est capable, quand même, de s'entendre sur un certain nombre de valeurs communes? Je suis convaincue que oui. Et donc, de donner un sens au mot « pays », qui ne sera pas qu'un drapeau
un hymne national et un siège à l'ONU. Qui va avoir un sens plus profond que ça. D'aller dans le sens de la justice sociale, par exemple. Ça s'écrit, ça, dans des constitutions. La constitution sud-africaine, depuis la fin de l'apartheid, inclut la question du droit au logement pour tous. Ben, c'est quelque chose qu'on peut écrire dans une constitution, ça. Juste pour vous donner cet exemple-là. Alors, ce serait ça l'idée. Et pendant combien de temps durerait cette consultation et ces débats? Écoutez, on n'a pas fixé de date limite, mais on se dit qu'en dedans d'un an, 18 mois, donc vous voyez qu'on fait ça large, là. C'est pas le petit 33 jours intense. Un an, 18 mois, consultation, débat partout au Québec sous toutes les formes. Au terme de ces débats, l'Assemblée constituante propose à la population un référendum, parce que oui, on le garde, c'est important, il faut que les gens se prononcent, un par un, une par une. Hein? Et là, il y a encore des discussions à faire, on n'a pas tout attaché, puis en plus, on se dit, bien, l'Assemblée constituante pourrait prendre ses propres décisions. Pose-t-elle une question? Pose-t-elle deux questions? Personnellement, je suis plus partisane de deux questions. Une question portant sur un projet de constitution et une question portant sur l'avenir politique du Québec. Parce que on peut voter pour un projet de constitution contre telle manière de développer le Québec dans son avenir ou l'inverse. Alors, moi, je suis plutôt partisane de ça, mais là, on commence à être dans les détails. Alors, l'idée générale, c'est que si on met ensemble tout ce processus, hein, de faire élire l'Assemblée constituante, qu'elle ait le temps de faire ses travaux, que la population se sente incluse dans un débat généralisé là, partout dans toutes les régions, et après ça, une campagne référendaire, bien, on pourrait se dire que tout ça, au bout d'à peu près 2 ans, normalement est réglé. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est oui, ça se passerait dans un premier mandat. Mais je vous rappelle que ça voudrait dire que lorsque les gens auraient élu le parti au pouvoir, mettons Québec solidaire, les gens sauraient très bien, parce que ça aurait été clair, puis qu'on le dit depuis bien des années, ça aurait été super clair qu'on va faire ça, qu'on va mettre sur pied cette Assemblée constituante et tout ce que je viens de vous dire. Donc, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. C'est clair. Et là, les gens, ben, ils disent oui ou ils disent non. Ils votent pour nous ou ils votent pas pour nous. Ça appartient au peuple. Hein? Une élection, c'est parfois plein de surprises. Alors, c'est ça, nous autres, la façon dont on voit les choses. Je ne veux pas parler beaucoup plus longuement parce que je soupçonne qu'il peut y avoir pas mal de questions. Puis habituellement, les échanges sont très, très intéressants. Mais en somme, si je résume en 2 phrases, le projet de pays de Québec solidaire, on l'a déjà dit à d'autres endroits, c'est un pays de projet. C'est pas seulement un projet de pays, c'est pas seulement une coquille, c'est un pays de projet au pluriel, où on a envie de réaliser plein de projets, allant dans le sens de l'écologie, allant dans le sens de la justice sociale, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la lutte aux discriminations. Vous connaissez pas mal les valeurs qu'on défend. Pour nous autres, c'est ça, le pays de nos rêves. Voilà. Et là-dessus, j'attends vos questions. Les consignes, des questions courtes, des réponses claires. Et le plus court possible. Donc, vous avez des questions, levez la main. Je voudrais savoir, après la constituante, si j'ai bien compris, il va y avoir un référendum, avec une campagne référendaire et tout ce qui s'ensuit. De toute évidence, ce sera probablement Pierre-Carl Péladeau qui va être élu à la tête du PQ. Si c'est Québec solidaire qui est élu en 2018 majoritaire et qui font l'Assemblée constituante, est-ce que Pierre-Carl Péladeau va avoir sa place dans l'autobus? Ou de l'autre côté, allez-vous dans l'autobus avec M. Péladeau?